Je vais commencer par illustrer la notion de désordre émotionnel en décrivant les pathologies anxieuses. Je vous montrerai ensuite comment ces pathologies sont exacerbées par ce qu'on appelle des comorbidités, et bien sûr nous expliquerons ce que sont ces comorbidités. En fait, l'anxiété est une émotion normale qui est associée à des situations courantes de la vie quotidienne. Par exemple, être confronté à un problème ou bien prendre une décision, passer un test ou une évaluation. C'est une forme d'anxiété qui est aiguë, qui est limitée dans le temps. Elle a un rôle physiologique puisqu'elle facilite l'adaptation aux conditions changeantes de l'environnement. C'est-à-dire qu'elle va faciliter la survie, la compétitivité d'un individu dans des situations qui sont potentiellement dangereuses. Notamment, elle permet de générer des états de vigilance élevés, elle permet à un individu de rester en alerte. L'anxiété se traduit fréquemment par des comportements ou des attitudes du visage qui sont caractéristiques, comme c'est illustré ici dans la diapositive sur la peinture de Munch. L'anxiété est un état physiologique particulier qui est bien distinct d'autres situations. Par exemple, c'est bien distinct de la peur. Ici, sur cette image, on voit que l'empereur romain Decius manifeste son anxiété qui est peut-être liée à une éventuelle menace future pour l'Empire romain. C'est donc une situation qui est différente de la peur, puisque la peur est une réponse à un danger réel, immédiat. Alors, la fonction physiologique de l'anxiété, lorsqu'elle est déréglée, peut évoluer vers différentes formes de pathologies anxieuses. On caractérise 5 formes majeures de ces pathologies chez l'homme. La première, ce sont les pathologies anxieuses généralisées, c'est-à-dire une anxiété presque permanente, sans cause objective. La deuxième, ce sont les troubles paniques, qui sont des réactions violentes à un stimulus. Les phobies, basées sur des réactions de peur qui conduisent à des comportements d'évitement. Les stress post-traumatiques, qui sont des réactions anxieuses provoquées par la mémoire d'expériences traumatisantes et dont vous allez entendre parler pendant ce MOOC à propos des perturbations environnementales. Et puis la dernière catégorie de pathologie, ce sont les troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire des pensées obsédantes et répétitives qui génèrent des actions compulsives qu'on ne peut pas réfréner et qui visent à supprimer ces pensées et supprimer l'anxiété produite par ces pensées. D'un point de vue clinique, les pathologies anxieuses ont une prévalence très élevée. Effectivement, elles touchent 18% d'une population sur une année et on considère qu'elles peuvent affecter 28% de la population globale à un moment donné au cours de sa vie. Les conséquences économiques de ces pathologies sont énormes. Une étude récente qui est parue dans le Lancet Psychiatry indique que le coût total de ces pathologies est estimé environ à 1000 milliards de dollars dans le monde chaque année. Par ailleurs, les désordres anxieux sont responsables d'environ 5% de toutes les incapacités. On peut se livrer à une étude prospective qui a été faite dans ce numéro du Lancet Psychiatry et qui suggère que si on décidait de consacrer plus d'efforts à la recherche dans ce domaine, jusqu'en 2030 par exemple, alors le coût de ces efforts serait de l'ordre de 150 milliards de dollars. Mais si ces efforts permettaient une amélioration de la productivité, qui serait seulement de 5%, alors cela rapporterait 339 milliards à l'économie mondiale jusqu'en 2030, et cela représenterait en outre 43 millions d'années de vie en bonne santé. Il y a donc un bénéfice qui serait très important. Il est donc important, bien sûr, de comprendre comment ces désordres anxieux se développent. Différentes études ont été menées. Je vais vous présenter des résultats d'études de neurochimie et des résultats d'études de neuroanatomie. Sur cette diapositive, les études neurochimiques montrent que les désordres anxieux se caractérisent par un déficit en 2 neurotransmetteurs, la sérotonine et le GABA, et par un excès de 2 autres neurotransmetteurs, la noradrénaline et le glutamate. Si maintenant on s'intéresse aux circuits cérébraux qui sont impliqués dans l'anxiété, on constate sur cette diapositive qu'ils mettent en jeu plusieurs voies nerveuses, des voies qui sont sensibles aux dérèglements neurochimiques dont on vient de parler juste avant. Parmi les régions cérébrales qui contrôlent ces voies nerveuses, je vais insister particulièrement sur quelques régions. L'amygdale, qui est une petite région localisée ici sur la diapositive, et qui est considérée comme le centre des émotions. Mais je reviendrai également à plusieurs reprises sur 2 régions du cortex, l'insula
et surtout le cortex antérieur singulaire. Voilà pour les bases de l'anxiété. Nous allons voir par la suite comment ces données, les données biologiques, les données cliniques, les données neurochimiques, neuroanatomiques, permettent d'élaborer des traitements.